That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue de remonter donc le fleuve de cette filmographie incroyable de ce cinéaste sud-coréen qui est Hong Sang-soo, son troisième film, La Vierge mise à nu par ses prétendants. D'ailleurs, le titre coréen n'est pas du tout ça, c'est autre chose, mais ça, on va peut-être en parler. Oui, tout à fait. Exactement, et ça dit beaucoup de choses. Et pour en parler aujourd'hui, Morgan Bizet. Alors, Morgan Bizet est fondateur d'un podcast très important qui s'appelle Arrêt Caméra. Je crois que vous en êtes à la 39e épisode, pardon. C'est ça, ouais, 38 ou Et 39, ouais, c'est tu me ça. poses Et une d'ailleurs, colle. dans le 39e épisode, vous parlez entre autres de Bike Readers, mais aussi de In Water, le dernier Exactement. film de Hong Sang-soo qui est sorti en France. Et tu le co-animes, enfin, vous êtes tous les deux un binôme avec Julie Escamez. Et j'espère que je n'ai pas écorché son Non, nom c'est son très nom de bien. famille. D'habitude, les gens se trompent et disent escamé, et non, parfait, escamez. Et ben voilà, Escamez. Tu travailles aussi pour Filmo, tu as travaillé aussi pour le 40e, pour la 40e anniversaire de Starfix, il y avait un numéro spécial, mais en tout Ouais, cas, ouais. tu as publié à Starfix, et tu travailles aussi pour le site Chaos Reigns. Il faut vraiment que, si vous connaissez pas ce site, allez-y, allez faire un petit coup d'œil. Et puis surtout, abonnez-vous au compte Instagram, parce que ça aussi, c'est Bah, assez intéressant. c'est ce que j'allais dire, à la limite, avant de découvrir le site, allez sur le site, hein, enfin sur le compte Insta et découvrez un peu ce que c'est l'univers Kawaii avant de vous plonger ensuite sur les textes. Voilà. Bon, après, quand même, sur Chaos, il y a les textes, donc ça aussi, il faut Oui, le oui, faire. bien sûr, c'est Mais bon. En tout cas, je important. suis très content que tu sois là, que tu aies accepté mon invitation. Et moi, je pose toujours cette question avant toute chose. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Écoute, j'ai eu le Covid la semaine dernière, donc enfin j'étais malade et ça a été difficile, on va dire. J'étais fatigué, épuisé. D'ailleurs, on a dû reporter notre rendez-vous, mais voilà, je suis remis en forme et prêt à parler d'Aung San Suu, qui est un cinéaste donc je parle depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, c'était super sympa de me proposer. Et évidemment, j'ai dit oui. Bon, bah, transition, hein, comme dirait l'autre. Hong Sang-soo, ça fait combien de temps, Hong Sang-soo? Bah oui, ça fait juste combien de temps? Par quel film? Et après, on verra pour le reste. Donc, Hong Sang-soo, je te laisse aller. Alors, ouais. Moi, je dis Aung San Suu. Alors, je sais pas, il y a des puristes du coréen, je crois, qui disent Aung San Suu. C'est pour ça. Alors, du coup, j'ai pris le pli de dire Aung San Suu, mais c'est Aung San Suu, Aung San Suu, peu importe. Du coup, moi, je l'ai découvert alors, je sais plus, le film, je crois, il date de 2010, mais je crois qu'il est sorti en salle en France en 2011. Et moi, je l'ai découvert à la reprise Un certain regard au Reflet Médicis, juste après sa présentation à Cannes, où il avait d'ailleurs remporté le Grand Prix. C'est Ha Ha Ha. Qui est un film assez important, donc, parce que il me semble que bah, justement c'est le passage entre les années 2000 2010 pour Aung San Suu. C'est assez important parce qu'il va doubler son rythme de production à ce moment-là, et bon, pour moi ça a été une découverte parce que voilà, c'était vraiment le début du Aung San Suu, on va dire un peu plus radical dans sa forme, des films moins longs, peut-être moins par exemple, là, on va parler de La Vierge mise à nu par ses prétendants, qui dure à peu près 2 heures. Pour Aung San Suu, aujourd'hui, un film de 2 heures, ça paraît complètement improbable. Il fait des films d'1 heure ou 1h10. Et bon, je crois qu'il fait 1h30. Et pareil, c'est encore plus resserré que ce qu'il a fait auparavant. Enfin, moi, en tout cas, je connaissais pas avant, mais en découvrant après, je me suis rendu compte. Et pour moi, ouais, ça a été une révélation, notamment dans la grammaire, la mise en scène, la manière dont aussi les acteurs jouent, le côté ouais, espèce de. À l'époque, j'avais l'impression que c'était un peu comme du Romer, mais finalement, ça ressemble peut-être plus à. Alors, ça a son propre style, évidemment, mais parfois, par ce minimalisme, peut-être plus à Yasujiro Ozu, en fait. Et du coup, voilà, ça a été une vraie découverte. Ouais, ha, ha, ha. Et en fait, le film, ensuite, quelques mois après, il y a eu Oki's Movie, et en fait, j'ai pris l'habitude de voir tous les films un par un. Et après, c'est vraiment que un certain temps après où je me suis mis à découvrir les films qui sont sortis avant Ha Ha Ha.
Il faut savoir que, je n'enregistre pas les émissions dans l'ordre chronologique de Mmh. sortie des films, donc on va être très transparent. Cette émission, en l'occurrence, c'est l'une des dernières que j'enregistre, donc il y en a eu 20 et quelques, voilà, bien avant et très souvent, alors Rohmer, on n'en parle pas souvent, enfin les invités ne parlent pas très souvent de Rohmer parce que c'est tellement devenu une évidence qu'ils Ouais. essayent de contredire cette évidence, ce qui à juste titre aussi sur certaines choses, sur certains aspects, on pourrait peut-être en parler. Ozu, très souvent, mais surtout Alain Resnais. Ça parle beaucoup Oui, d'Alain Resnais, mais généralement par rapport à ses derniers films. En l'occurrence, celui-ci, le film a été fait en 2000. Nous, on l'a vu en France en 2003. Enfin, non, ceux qui étaient à Cannes en mai 2000 oui, l'ont découvert. Mais oui, je nous, m'en souviens. voilà, le grand nombre, c'était en 2003. Et Resnais, est-ce que ça te parle quand je dis Resnais quand j'associe Resnais à Aung San Suu? Alors, si tu parles des dernières années, c'est-à-dire ceux des années 2000-2010, Non, les derniers en Sang-soo, souvent on parle des derniers en ah! Sang-soo, on parle de cette espèce d'influence renésienne et est-ce que p pour toi, c'est quelque chose d'évident aussi quand on parle de Bah René? Bah, écoute, ça m'intéresse parce que pour moi quand même, René, c'est quand même un cinéaste de l'artifice et du coup, surtout la fin de carrière de René et du coup, ça m'intéresse, ouais, de voir le rapprochement. Peut-être que je vais me faire: «Ah oui, c'est ça, quoi», mais pour le coup, j'avoue, je suis un peu curieux. Si tu as des billes à me dire, ou Le peut-être que je rapport au rêve, c'est la manière qu'il a de ah! construire en Sang-soo ses rêves et de les rendre, parfois assez ludiques et que ces rêves D'accord, ouais. finalement deviennent, enfin qu'on n'arrive pas à les cerner, que ça il y a une espèce de mélange comme ça et très souvent, certains invités parlent de René. Mais c'est C'est vrai surtout qu'il y a les derniers films, hein. C'est vrai qu'il y a un rapport onirique dans le cinéma de Dong Sanso, encore plus dans les films justement, les derniers, où on a l'impression que apparemment, il se joue en fait un peu de l'étiquette, cinéaste, qui filme une forme de réel. Parce que souvent on associe, Sanso à du cinéma, du quotidien, comment dire? Des choses infimes de l'existence, et Mmh. non extraordinaires et donc du coup, une espèce de film de cinéma réaliste et effectivement, alors que quand on s'intéresse au cinéma Dong Sanso, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Encore plus récemment, où il joue avec une forme qui est aujourd'hui, il fait des films quasiment avec une image enfin impropre, quoi. Elle est pas très belle. C'est lui-même qui fait la photo. Il n'y a pas vraiment de chef opérateur. Et du coup, ça apporte encore plus ouais, de granularité, de réalisme, on va dire, d'une certaine manière, un côté un peu documentaire par moment. Et effectivement, il joue avec ça, avec l'onirisme et l'impression que les films sont des faux films réalistes, effectivement, et du coup, on ne sait pas quand le rêve, l'irréel, même le surréalisme, par moment, je trouve, s'insère dans cette forme de réalisme pur et dur, on va dire. Ouais. Et je comprends, ouais. Je vois le rapport. Ouais. On pourrait peut-être même en parler pour le film qui nous intéresse, aujourd'hui. Je rappelle, hein, c'est La Vierge mise à nu par ses prétendants. Alors, j'adore lire le synopsis, que je trouve soit dans le dossier de presse ou le Wikipédia et ensuite l'idée, c'est de déconstruire ce qui est écrit parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors Vas-y, donc cette dis-moi parce que je suis curieux. Ouais. Ah bah non, c'est très sympa, c'est très sympa. Alors, il y a alors pardon, déjà, désolé si j'écorche les noms, mais Soo Young est la jeune assistante de Young Soo, un cinéaste indépendant. Elle rencontre par son entremise un ami de ce dernier, Jae-hoon, riche galériste et potentiel financier pour le réalisateur. Séduit, Jae-hoon entreprend une liaison avec la jeune femme qui, toujours vierge, refuse cependant l'acte sexuel et il faut savoir que Young Soo donc le cinéaste indépendant lui-même éprouve par ailleurs des sentiments pour Soo Young. Et il faut savoir donc que le titre du film original, c'est Oh Soo Young. C'est pas La Vierge mise à nu par ses prétendants. Donc déjà, deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce que tu penses de cette transformation radicale du titre, alors Le titre. que, ouais, oui, ça dit quand même quelque chose. Après, c'est un peu souvent le cas chez Encenso. Je crois qu'il y a beaucoup de films où les titres sont complètement transformés quand ils passent en français. Et je trouve que les titres français des films d'Encenso sont plutôt réussis, même si, alors, aujourd'hui, ils collent peut-être beaucoup plus aux films tels qu'ils sont. Mais par exemple, pour La Vierge mise à nu par ses prétendants, c'est un titre finalement assez à la fois qui correspond au film et pas du tout. Mais je trouve que c'est plus pour faire un titre qui reste dans la mémoire, quoi. Enfin, pour moi, c'est ce côté-là. Et puis surtout que ça fait écho à une œuvre de Marcel Duchamp, je crois, mais qui n'a rien C'est à voir ça, avec le film. exactement.
Qui n'a Donc, rien à voir avec le film. C'est ça qui donc c'est fait un que pur effet de style pour donner envie de voir le film, même si bon, après, on s'en saut, est-ce que ça intéresse vraiment beaucoup de gens, de spectateurs qui vont découvrir les affiches, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est un nom qui interpelle, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce film, avant que tu nous expliques en quoi, pourquoi tu l'as choisi, est-ce que ce film aujourd'hui, là, on sort un peu finalement de la critique de cinéma, j'en suis désolé, mais quand même, ça m'intéresse parce qu'en le revoyant, je me posais cette question. Est-ce que ce film aujourd'hui, en Song-soo, le referait, selon toi? Ah, bonne question. Non, je pense pas. Je pense qu'il ferait différemment. Heu, Parce que déjà, les personnages qu'il met en scène dans le film, il les filme plus vraiment. Il filme aujourd'hui plus que des personnages qui sont dans des gaps de génération, en fait, enfin, il y a un gap de génération entre les personnages qu'il filme, donc il y a les personnages qui sont des jeunes adultes dans ces films aujourd'hui, qui sont souvent des étudiants qui côtoient, parce qu'il est professeur de cinéma, où il était, en tout cas, il y a quelques années, mais en tout cas, il a côtoyé des jeunes à la fac, comme il était professeur, et qu'il emploie et qui sont. Euh, et qu'on revoit de film en film, comme la plupart du temps avec Constance d'ailleurs. Mais du coup, on les voit souvent parce qu'il s'amuse vraiment à filmer une génération très jeune et à côté des gens qui sont plus de son âge. Ce qui fait qui sont souvent d'ailleurs des acteurs qu'on a vus dans les années 2000-2010 chez Constanzo et qui donc ont grandi avec le cinéma d'Ong Sanso, qui ont vieilli. Et voilà, c'est du cinéma en fait qui aujourd'hui le marivaudage finalement, parce que c'est ce qui est au cœur de la Vierge mise à nu par ses prétendants, a de moins en moins sa place dans les films d'Ong Sanso, j'ai l'impression, surtout ou alors c'est des éléments qui sont peut-être moins au cœur, mais plus comme satellite des films. Par exemple, quand on regarde In Water, l'élément central, ce n'est pas une relation amoureuse, même si on a l'impression qu'il y a des sentiments, enfin en tout cas un jeu de séduction entre deux personnages dans le film qui ne sont pas les personnages principaux. Enfin, il y a le personnage central et les deux autres personnages, qui est celui du réalisateur qui veut filmer son court-métrage à Jeju, là, dans In Water, et deux autres personnages qui sont là pour l'accompagner, qui sont là pour l'aider. Il y en a une qui va faire l'actrice d'ailleurs. Et c'est ces deux-là qui ont ce jeu de séduction, alors que le personnage principal, lui, passe complètement à côté de ça. Mais finalement, c'est ça, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, les films de Gonzalo, c'est sûr, en fait, ouais, des rapports existentiels à la vie, etc. Alors qu'effectivement, dans La Vierge mise à nu par ses prétendants, c'est presque un film d'apprentissage sur un personnage féminin qui découvre sa sexualité, mais aussi l'amour, et face à deux hommes qui, eux, paraissent pour le coup, on ne sait pas s'ils sont honnêtes ou séducteurs. Et donc, il y a un peu ça dans le cinéma dans le sens, mais il le ferait différemment. Effectivement, aujourd'hui, c'est un autre cinéma. Toi, tu l'avais découvert quand, ce film, La Vierge mise à nu par ses prétendants? Assez tardivement par rapport à je crois que ça devait être 2016-2017, donc enfin assez tardivement, il y a 7 ans, on dirait. Enfin, je dirais. J'ai découvert parce que j'étais assez fasciné par l'affiche du film qui était sur des sites, enfin l'affiche américaine, je crois, en noir et blanc, où c'est le personnage de Jae-hoon qui embrasse, en fait, du coup, il l'embrasse Soo-young. On pense que c'est un acte d'amour. En fait, c'est un peu plus particulier que ça dans le film. C'est un baiser forcé. Mais l'affiche est très belle avec la neige qui tombe. Et du coup, comme un de mes films préférés dans le sens où c'est Matankam à Séoul. The Day He Arrives aussi, il a deux noms, je crois. Il y a pas mal de scènes en noir, enfin, c'est tourné en noir et blanc, mais il y a pas mal de scènes avec la neige. Et j'avais envie de revoir ça. Et du coup, c'est celui-ci vers lequel je suis allé quand j'ai pu. Et ouais, c'est un film que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, alors voilà, donc pour le coup, aujourd'hui, ce film-là, comment on pourrait l'expliquer dans la filmo de Hong Sang-soo? Parce que quand on regarde ces films en devenir, on voit qu'il y a encore des similitudes, ne serait-ce que dans la fameuse répétition, la construction en deux parties, sur la sexualité aussi, même si aujourd'hui, il filme de moins en moins, voire pratiquement pas du tout, des scènes crues de sexe, en tout cas de relations sexuelles. Hem, comment on pourrait le positionner, ce film-là? Tu disais il y avait une forme d'apprentissage par rapport au personnage féminin. Est-ce que cet apprentissage-là, on peut aussi l'associer au cinéaste? Oui, oui, bien sûr. Après c'est vrai qu'en Sanso, il a fait ce film assez tardivement. C'est un cinéaste qui est né dans les années 60, je crois. Il avait déjà 40 ans quand il a fait ce film, ou presque. Et donc, en soi, en tant que
qu'être humain, il était déjà assez mature, mais effectivement, en tant que cinéaste, il a commencé par faire des films à la télévision que je ne connais pas du tout. Et c'est seulement son 3e film. Et effectivement, il y a des choses qu'il a enlevées de son cinéma, notamment, comme tu l'as dit, les scènes de sexe. Alors, est-ce que c'est devenu un cinéaste prude? Je pense pas. C'est juste qu'effectivement, dans sa conception du cinéma aujourd'hui, qui est tellement minimaliste, épuré, je pense qu'il n'y a plus de place à l'image, en tout cas pour le sexe. C'est du cinéma qui est tellement devenu elliptique qu'il élude beaucoup d'éléments. Et donc, c'est une sorte de maîtrise de sa propre grammaire qui fait de film en film. Et là, oui, c'est les prémices. En tout cas, on peut dire qu'il y a des scories. Tu vois ce que je veux dire, des éléments un peu trop, justement. Même si, personnellement, j'aime bien ce que je vois dans le film. Mais après, c'est vrai que je tendance à trouver le cinéma donc socio d'aujourd'hui beaucoup plus essentiel, quoi. C'est ça que je préfère. Il y a comme si, il y a aussi le fait que les derniers films de Song Soo, généralement, se situent, même si parfois il y a des scènes, des redites, des répétitions, peu importe, mais ça se situe souvent sur un temps bien donné. Ça peut durer sur 2-3 heures, sur quelques heures, alors que les premiers films sont parfois espacés sur plusieurs jours, parfois même des lieux, géographiquement parlant. Il peut y avoir plusieurs endroits comme ça. Et je me suis toujours posé la question par rapport au film La Vierge. Quelle est comment dire? Autant dans les derniers films, il y a une espèce de, on parle de films minimalistes très épurés et autant, dans ces premiers films, parce que aussi les conditions de production sont différentes, le rapport au cinéma est aussi différent certainement. On filme en pellicule, maintenant on filme en numérique. Mais ça m'intéresse de savoir comment Hong Sang-soo maîtrise l'espace? Comment il maîtrise la scénographie? Là, j'ai l'impression que dans La Vierge, comme dans les 2 premiers, c'est-à-dire, Le pouvoir de la province et voilà et c'est ça, le jour où le Ouais. il y a comme ça un rapport à la scénographie, à l'espace où on sent tout est possible. Il y a une forme d'envie d'aller voir partout, de filmer partout et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus resserré. C'est toujours aussi dense, ce qu'il montre, ce qu'il dit et ce rapport à la scénographie change beaucoup, j'ai l'impression et je le trouve dans La Vierge, j'avais oublié ça. Effectivement, alors j'ai pas vu les 2 premiers, hein, ça fait partie des films manquants de mon rapport à Hong Sang-soo. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 que j'ai pas vu. Et donc, par contre, je connais un peu, je vois un peu ce que c'est. Je m'étais intéressé à ces films à une époque. J'ai lu aussi sur Hong Sang-soo, donc j'ai un peu les films en tête sans les avoir vus, quoi. Mais il me semble qu'effectivement, alors à la fois dans le pouvoir de la province Kangwon, ça se passe dans un lieu donné, enfin une ville balnéaire, il me semble. Et le cochon tombé dans le puits. Alors là, je sais pas trop dans quoi ça se passe, mais effectivement, dans ce film-là, il y a une sorte de choses qu'on pourrait montrer à quelqu'un quand on lui dit c'est ça le cinéma dans son saut, et on lui montre un des derniers films, il dit ah non, ça n'a rien à voir. Enfin, des choses qu'il reconnaîtrait évidemment. Mais là, il y a, je sais pas si c'est un plaisir en tout cas, mais il y a une façon effectivement d'enchaîner. Alors déjà, le film est fait en plusieurs chapitres, mais on a l'impression que plusieurs chapitres nous fait découvrir un lieu différent, une situation différente. C'est une multitude de lieux et de situations, même s'il y a effectivement par moments des répétitions, mais il n'y a pas tant que ça de scènes de repas ou de beuveries comme on peut voir dans la plupart des Hong Sang-soo et notamment les plus récents, même si par exemple dans In Water, justement, il y en a moins. C'est peut-être quelque chose qu'il veut nous dire maintenant qu'il veut changer de façon de faire. Mais voilà, dans celui-là, effectivement, il multiplie un peu plus les lieux et l'impression d'un récit vraiment beaucoup plus littéraire, justement, le côté chapitré, qui est très fort dans le film, et ouais, quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait croire d'un roman d'apprentissage sentimental façon La Princesse de Clèves, Madame Bovary, voilà, ce genre de choses. Comment on pourrait décrire les relations dans ce film, dans La Vierge, hein, comment on pourrait décrire les relations, de ces hommes avec cette femme? Comment eux la voient et comment finalement elle finit par les voir? C'est très troublant. Ouais, en fait, c'est assez marrant. Déjà, le film, il y a 2 points de vue principaux. Il y a le point de vue de Soo-young qui arrive après, d'ailleurs, en deuxième lieu. Et le premier point de vue auquel on a accès, c'est celui de Kei-hun. Et on a le troisième qui est un peu
on navigue en fait en fonction des deux points de vue, celui de Young Sung, qui d'ailleurs est celui du cinéaste, parce que c'est un cinéaste, ou du moins un réalisateur de films, on ne sait pas trop quel genre de film il fait, mais des films indépendants en tout cas, mais est-ce que ce sont des longs, des courts, des moyens, voilà. Et déjà, c'est un indice parce qu'en fait, son regard à lui, on le voit à travers le regard des deux autres. Mais on sent quand même que c'est un personnage assez malhonnête. On comprend qu'il a une relation, enfin qu'il a une vie conjugale et qu'à côté, du coup, il veut avoir une relation avec Soo-young, donc il veut une relation extra-conjugale. On suppose qu'il a essayé avec d'autres personnes, enfin d'autres femmes, qui sont certainement plus jeunes que lui, parce que c'est ça leur rapport. Et alors que Kaeon, par exemple, lui, on a l'impression que c'est un personnage assez, de son point de vue, à lui en tout cas, quelqu'un d'assez romantique, en tout cas, qui est fou amoureux de Soo-young, même si on comprend dans le point de vue de Soo-young que c'est un peu plus différent que ça, enfin c'est un peu plus compliqué, et que c'est pas un personnage qui est forcément non plus très aussi idéalisé que lui s'idéalise quoi. Et effectivement, c'est des personnages déjà Kaeun et Yoon-sung qui sont plus âgés que So-young, certainement plus de 10 ans voire 15 ans au-dessus d'elle. Je pense qu'elle elle doit avoir 24 ou 25 ans le film. Eux ils doivent déjà avoir 40 ans, plus ou moins l'âge de Hong Sang-soo au moment où il fait le film. Et il y a un rapport à la fois de peut-être de trophée vis-à-vis de Soo-young, puisque c'est une jeune femme belle dans la fleur de l'âge qui découvre le métier notamment artistique, puisqu'elle est assistante de Young-sung, le réalisateur, et quelqu'un d'aussi très cultivé. Soo-young, on comprend une appétence pour l'art, et ils sont là à la fois pour la gagner en tant que trophée, mais on peut croire effectivement que Kaeun est un peu plus sincère que Yoon-sung. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le choix final définitif de Soo-young se tourne vers Kaeun. Mais voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont Kaeun, je me perds dans le nom, dont So-young, donc la jeune femme, voit les choses. C'est qu'elle, on croit qu'elle est complètement happée par Kaeun, alors qu'en fait, elle est beaucoup plus. On comprend à travers son regard que c'est elle qui est allée vers Kaeun. Enfin, elle est beaucoup plus pragmatique, elle est beaucoup plus réfléchie, etc. Enfin, et du coup, c'est ça qui est beau dans le film, c'est la manière dont son regard est réifié dans la deuxième partie, où sa personnalité même est réifiée. C'est plus juste le trophée, c'est aussi un personnage qui a sa propre existence, qui fait ses choix, qui a ses déceptions, etc. Et le choix final, ça vient d'elle au final. Donc c'est ça qui est fort dans le film. Est-ce que dans ce film, il y a quelque chose aussi d'assez troublant, dans ce film, c'est, alors il y a pas que la manière de filmer les scènes de sexe, il y a aussi c'est surtout le rapport à ça, le rapport au sexe, et il y a, si je me souviens bien, même une scène où, de masturbation, mais assez particulière là pour le coup, et je crois de mémoire, dans toute la filmo d'Hong Sang-soo, ce genre de scène, ce genre de situation, je crois que c'est la première fois et la dernière fois qu'on voit ça, et parce que ça va vraiment très loin, et si je me souviens bien, c'est elle qui masturbe en fait son propre frère, si je me Son trompe, frère, ouais. si je me trompe pas, et donc c'est là que ça m'intéresse de savoir, enfin selon toi, comment on peut hem, questionner ce rapport, au sexe, chez Hong Sang-soo dans ce film en l'occurrence? C'est vrai que c'est enfin moi du coup j'ai découvert En Sanso avec des films d'après 2010 où la question du sexe est quasiment absente, déjà dès 2010 en vrai. Alors elle n'est pas absente, elle existe, hein, elle est là, elle flotte dans le flot du film, dans les discussions, Mmh. etc., dans les désirs qui circulent entre les personnages, mais elle n'est pas frontale, elle n'est pas montrée. Et ce film, quand j'ai découvert quand même après Conte de cinéma et Turning Gate, qui sont déjà un peu crus à certains moments. Turning Gate d'ailleurs qu'il l'a fait juste après celui-là, donc c'est vraiment dans la continuité. Mais là, c'est vrai qu'il y a un côté un peu sordide, comme tu le dis, comme tu Mmh. l'évoques, le rapport avec le frère. En fait, je pense que On s'en sort voulait quand même raconter quelque chose du rapport des hommes aux femmes en Corée. Alors, on sait que lui-même est pas forcément exempt de reproches. Il a eu des relations, enfin, il a notamment avec Kim In une relation
adultère, même si en soi, est-ce que c'est moralement c'est préjudiciable, on ne sait pas, mais en Corée en tout cas, c'est vu comme quelque chose de mal. Mais voilà, après le rapport qu'ont les hommes dans les films Hong Sang-soo aux femmes est assez violent la plupart du temps, même si ça a tendance à s'adoucir. Mais dans celui-là, ouais, c'est vrai que en fait, je vais même le mentionner parce qu'il y a les deux hommes qui gravitent autour de ce homme, mais il y a le frère aussi qui est là et qui vient réclamer des faveurs sexuelles de la part de sa sœur qui sont du viol en fait, puisqu'on comprend qu'elle n'a pas le choix et a fait ça pour qu'elle le laisse tranquille, pour pas qu'il demande plus. Et d'ailleurs, on ne voit pas de parents dans le film, c'est ça qui est étrange. Il y a plus de figure parentale à ce moment-là, alors que bon, ils ont à peine plus de 20 ans, ils vivent ensemble, on suppose qu'ils vivent encore chez leurs parents, ou du moins, on peut le croire. Et effectivement, je pense que ce qu'il veut montrer en Sanso, c'est que le parcours d'une femme, du moins d'une jeune femme jusqu'à le fait qu'elle soit une vraie femme, donc dans son rôle de post-adolescente, début adulte à adulte, et semée d'embûches dans un monde où les hommes sont particulièrement violents. À aucun moment on sent une forme de cynisme de la part de Hong Sang-soo sur ses personnages. Tu sais, comme si son regard serait un peu plus, comme si son regard serait supérieur à, comme s'il jugerait ses personnages, comme s'il serait plus intelligent. On sent et je pense que ça se traduit surtout par sa composition des cadres de ses plans, qui là pour le coup se diffèrent énormément de ce que l'on sait, de ce que l'on connaît d'aujourd'hui, de ce que l'on voit d'aujourd'hui, pardon. Et ça peut être intéressant de parler de. Il y a encore, je ne sais pas si on peut, pas une croyance, mais il y a encore une propension à utiliser le plan large, à utiliser le plan fixe, le plan large. C'est très important, en tout cas dans les deux premiers, et en l'occurrence celui-ci. Et je Effectivement, pense que pardon, excuse-moi, je suis désolé. Et en fait, je pense que c'est ça qui retire le cynisme du cinéaste pour ce genre de film, avec ce genre de sujet. Par le fait de filmer de manière large, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui. J'ai l'impression, en tout cas. C'est possible. Après, tu trouves que c'est un cinéaste qui est devenu cynique avec le temps, ou c'est J'ai pas l'impression qu'il soit cynique, moi. Ah non, 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 j'ai non, l'impression pour que moi, c'est un romantisme instinctif, on va dire. Voilà, ouais, c'est du. pour moi, Sanso n'est pas du tout cynique dans tous les cas, parce que il a une faculté à filmer des personnages qui sont jamais, comment dire, univoques, quoi. Ils ont toujours des moments où ils vont être des salauds, ou des moments où ils vont être des gens vertueux. Et alors, souvent plus les hommes que les femmes, hein. Mais alors bon, ça arrive parfois qu'il y ait des personnages qui sont pour le coup des saints quasiment dans les films, mais c'est toujours des personnages complexes, et donc je vois pas de cynisme. Je pense qu'il n'est pas en accord avec certains actes des hommes qui sont dans le film, mais en tout cas il est juste pas, il est jamais cynique dans la manière dont il montre. Et effectivement, dans la mise en scène de celui-ci, alors je n'ai pas vu les précédents, mais il y a encore un goût pour le plan un peu plus large. Il va filmer, déjà il va moins filmer. Je crois pas qu'il y ait énormément de zoom dans le film. Il doit en avoir 2 ou 3. Ouais, mais Ouais. pas comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a pas ce rapport d'un coup intime avec un des personnages comme on peut avoir dans les films plus récents, dans le sens où la caméra va isoler le regard, le visage d'un des personnages. Et effectivement, et même quand il filme des scènes de repas, elles sont encore un peu plus en arrière. Enfin, il sent peut-être qu'il est moins invasif aussi qu'il est aujourd'hui. Je pense pas qu'il soit invasif, en fait, c'est juste que maintenant il est tellement beaucoup plus expérimenté dans sa manière de filmer ce genre de scène qu'il se dit vas-y, je vais rapprocher à ma caméra, puis après je vais zoomer sur. Il n'y a pas encore tout ce côté un peu orchestré qu'il arrive à faire maintenant, parce qu'on sait qu'il fait jouer. Alors, c'est pas du tout un cinéaste de l'improvisation. Il fait jouer plusieurs fois les scènes à ses acteurs, les scènes qu'il a écrites la matinée même, donc il les fait découvrir à ses acteurs
le jour où ils vont les interpréter, donc il faut qu'ils les apprennent vite. Et ensuite, il les filme en choisissant. C'est là où l'improvisation arrive peut-être, c'est que il filme les scènes de repas, donc il n'y a pas de champ contre champ chez lui, et il va zoomer, il va pointer, on va dire, sa caméra vers un personnage, il va zoomer, etc. Et là, je trouve que on reste quand même avec une espèce de entre guillemets pudeur, et effectivement, peut-être que ça joue aussi sur le côté non cynique. Ouais. Tu soulèves un bon point. Une dernière question, alors je rappelle, hein, ce film-là, La Vierge mise à nu par ses prétendants, comme tous les films de Hong Sang-soo, en tout cas ceux qui sont sortis en salle en France, sont disponibles en DVD ou Blu-ray, voire même sur des plateformes VOD. Finalement, enfin, c'est pas que je ne sais pas, c'est que ce film est important pour toi, mais tu as dû le revoir, mais j'imagine. Qu'est-ce qui reste encore intéressant dans ce film et qui parle peut-être de cette période-là, de cette première partie de la filmographie, enfin, de cette première période de la filmographie d'Hong Sang-soo? Déjà, je pense que c'est toujours intéressant, surtout un cinéaste avec une aussi longue carrière et en plus avec autant de films, une profusion de films, c'est toujours intéressant de découvrir comment il en est arrivé. Alors, quand on aime aussi le cinéaste, parce que si vous n'aimez pas le style du tout de Hong Sang-soo, on va peut-être pas pousser non plus à découvrir tous ces films. Mais je pense que Vierge mise à nu par ses prétendants, c'est un film assez important. Donc, comme je dis, j'ai pas vu les deux premiers, donc c'est pour moi le premier, le film le plus ancien que j'ai vu de Hong Sang-soo de ma vie de cinéphile. Ce sera un jour corrigé, on va dire entre guillemets. Mais pour moi, alors je crois que c'est son premier film en noir et blanc par contre. Hein. Les deux premiers sont en couleur, non? Attends, je crois que le premier, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Non, non, je crois que le pouvoir, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Dans les commentaires, ils nous Oui. diront, mais j'ai un trou de mémoire. Mais effectivement, le rapport en noir et blanc, déjà chez Hong Sang-soo, je trouve que c'est un cinéaste qui alterne entre couleur et noir et blanc. Et donc, si je me trompe pas, c'est peut-être son premier film en noir et blanc. Et en tout cas, si c'est pas son premier, c'est son deuxième. Mais il y a un vrai, il y a toujours un truc fort dans le noir et blanc chez Hong Sang-soo, parce qu'il le filme pas de la même manière que les autres. Il y a toujours alors les autres, ça peut être plein d'autres cinéastes, mais je veux dire qu'il y a pas ce côté vintage qu'il recherche en Sanso, mais plutôt le côté vraiment composition de plans avec l'idée d'appuyer des sensations, des émotions. Et dans le noir et blanc, chez En Sanso, donc notamment ce film-là, ça a encore plus de sens parce qu'on a le côté effectivement ambivalent et opposé, le blanc et le noir. Et là, dans le film, il y a deux positions, de regards qui sont pas totalement opposés, mais le film, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est on a deux regards qui se complètent, même si on pourrait avoir... alors, c'est pas un film Rashomon non plus, il n'y a pas de bon regard qui a raison par rapport aux autres. Mais voilà, je trouve qu'il y a assez important ce film parce que à la fois il met en place la méthode Hong Sang-soo. C'est un cinéaste qui aime beaucoup jouer avec des films en plusieurs parties, en deux parties, des films avec des ellipses aussi. Le film, c'est là où je voulais en venir. La première partie met en place donc la relation vue par le regard de Kae-hun. La deuxième partie, celle de Seung, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va revoir certaines scènes et en même temps, on va voir des scènes qu'on n'a pas vues qui complètent des scènes qu'on a vues auparavant. Et alors qu'aujourd'hui, il ne le ferait plus parce qu'il préfère mettre des ellipses et c'est au spectateur de mentalement recomposer ce qui s'est passé entre les scènes. Au prix d'une certaine confusion pour moi, mais qui joue aussi sur le côté un peu onirique, mystérieux de son cinéma. Alors que là, ça c'est marrant parce que du coup, il y a deux parties qui se complètent. Et donc, c'est intéressant de découvrir ce film-là dans l'idée qu'à l'époque, il pouvait faire des films comme ça et qu'aujourd'hui, il fait des films il se serait contenté de faire qu'une seule partie. Ou alors, il aurait fait une partie, donc une des deux parties, et il aurait joué sur le montage du film, etc. Je sais pas, il aurait fait différent. Mais c'est toujours intéressant de découvrir comment un cinéaste évolue, et je pense que Vierge mise à nu par ses prétendants, c'est un bon point de départ, du moins si on n'a pas envie de découvrir ces deux premiers. Si on veut commencer par celui-là, je le conseille parce que en plus c'est un film, pour le coup, ceux qui trouvent qu'on s'en saut stylistiquement, esthétiquement, c'est pas beau, pour le coup, celui-là,
il pourrait les faire démentir parce qu'il y a, déjà c'est tourné en pellicule, donc effectivement, il y a un côté un peu moins ingrat dans l'image. Et il y a un truc un peu plus, peut-être un peu plus ambitieux. Enfin, je sais pas comment le dire, mais beaucoup plus littéraire, beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. Donc peut-être que ça convaincrait les néophytes qui voudraient découvrir un film d'Hong Sang-soo et ensuite se laisser tenter par les films suivants. Et je te confirme, effectivement, c'est le premier film en noir et blanc de Hong Sang-soo. Tu vois, justement, je trouve que c'est assez marrant de voir que c'est son premier film en noir et blanc parce qu'il y a déjà une maîtrise du noir et blanc qui est assez impressionnante. Et qui sera différente dans les autres films, mais ça aussi, mais aussi parce que les autres films sont en numérique, enfin les derniers, et puis il y a plus de contraste dans celui-là, effectivement. Exactement. Dans ceux d'après, vu qu'ils sont en numérique, l'image est entre guillemets plus plate, mais il va chercher autre chose. C'est ça qui est intéressant. Je pense que tu en discutes avec les autres. La Vierge mise à nu par ses prétendants, c'est le 3e film de Hong Sang-soo, et pour en parler, c'était Morgane Bizet qui est venu, et c'était un plaisir. Et je rappelle, le film est disponible bien évidemment sur que ce soit en DVD ou les plateformes VOD. Voilà. Merci à toi Morgane, et puis à très vite. Merci beaucoup. Et merci à toi. Salut. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.